Imo Week, spécial CIMI 2024. Imo Week au CIMI, deuxième journée. Avec nous sur le plateau, Vincent Sadé, vice-président, directeur Capital Deployment de Prologis France. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. On va entrer dans le vif du sujet directement. Quels sont les principaux enjeux et actualités de Prologis France actuellement et comment ces efforts s'inscrivent dans votre mission globale? Alors, les enjeux, il y en a beaucoup. Déjà, on peut peut-être rappeler le cœur de notre métier qui est de gérer des entrepôts. Donc en France, on a 3,5 millions de mètres carrés. On est sur un marché résilient. Je pense que c'est le message. On a vu une demande locative baisser cette année assez massivement. Et pour un acteur comme Prologis, finalement, on a un impact assez limité sur notre taux de vacances. On a un taux d'occupation qui est proche de 97%, qui sera proche de 97% à la fin de l'année, donc dans quelques semaines, qui montre à quel point notre portefeuille est résilient. Et malgré une demande qui est légèrement en baisse, on se retrouve avec un portefeuille qui résiste après des années d'exceptionnelle croissance. Donc on est très satisfait du portefeuille existant. Les autres enjeux, c'est la croissance. Comment on arrive à croître? Donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit on développe de nouveaux bâtiments, on construit de nouveaux bâtiments sur des fonciers que l'on a achetés, soit on achète de nouveaux bâtiments. L'actualité de Prologis en 2024, ça a été de faire les deux. On a à la fois lancé des bâtiments en début d'année sur des marchés où on pensait que le bâtiment en blanc était le bon bâtiment à lancer. On a aussi lancé des bâtiments, ce qu'on appelle en build to suit ou en clé en main avec le client. Et donc, on a adapté le bâtiment au client et ça sur des marchés. On est en train de travailler en région parisienne, en région lyonnaise et en région orléanaise. Et en parallèle de ça, quand on pense qu'on peut pas acheter le foncier de par la raréfaction du foncier ou de par des complexités sur les dossiers, on achète directement le bâtiment construit. Et on a fait, selon moi, la meilleure acquisition de l'année avec l'acquisition du bâtiment de Corba qui a fait une référence sur le marché et qui est pour moi le meilleur bâtiment qui a été vendu sur le marché ces 3-4 dernières années. Alors justement, puisqu'on est dans les exemples concrets, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des programmes en cours et je pense notamment évidemment à Connect? Bien sûr. Donc, l'actualité 2024, la résilience de notre portefeuille et la croissance à travers acquisition et développement. Une actualité sur laquelle on a beaucoup communiqué récemment, c'est notre projet de Connect dans Paris. Et pourquoi on a communiqué? C'est parce que l'on a obtenu le permis purgé de tout recours au mois de septembre, fin septembre, tout début octobre. On a pu donc massivement communiquer sur ce projet qui est au cœur de notre stratégie. Pourquoi c'est au cœur de notre stratégie? Parce que ça répond à beaucoup d'enjeux. Ça répond déjà à un premier enjeu qui est la raréfaction du foncier. Notre bâtiment est un bâtiment à étage de 67 000 mètres carrés de hub logistique au cœur de Paris. Et avec un bâtiment à étage, on répond justement à la raréfaction du foncier. Premièrement. Deuxièmement, c'est un bâtiment qui est au cœur des territoires. Là, on est au cœur de Paris, donc on peut difficilement faire mieux pour pouvoir à la fois servir de manière rapide, mais aussi de manière durable les clients. Pourquoi de manière rapide? Parce qu'on est au cœur du tissu urbain, les entreprises, les habitations. Mais aussi, pourquoi de manière durable? Parce que grâce à la localisation très centrale, on décarbone l'ensemble de la chaîne, de la supply chain, en particulier à travers les camionnettes électriques, les vélos cargo qui vont pouvoir livrer une bonne partie de Paris à partir de ce hub de Connect. Alors, vous évoquez le fait que c'est un bâtiment à étage. Effectivement, ça répond aux exigences du marché actuel, mais est-ce que quand on parle de logistique, c'est pas un inconvénient d'être à étage? Alors, quand on est dans Paris, j'ai envie de vous dire, d'une part, le modèle n'a pas le choix que d'évoluer. C'est-à-dire que si on veut faire un bâtiment d'envergure métropolitaine à l'intérieur de Paris, il doit être à étage. Sinon, ça reste trop petit, ça apporte pas ce que l'on cherche à faire, c'est-à-dire décarboner la supply chain de Paris. Premièrement. Deuxièmement, si on sait concevoir un bâtiment à étage, qui est notre cas de par l'expérience que l'on a dans le monde, on a 120 bâtiments au Japon qui sont de plus de 4 étages. Donc en fait, on sait ce que c'est que de faire fonctionner un bâtiment à étage. Ça fonctionne. Les bâtiments à étage qui ne fonctionnent pas sont des bâtiments à étage qui ont été mal conçus. Ce bâtiment-là a une rampe de 50 mètres de diamètre qui permettent de faire monter l'intégralité des poids lourds du marché français. On peut monter jusqu'à 38 tonnes. Un 38 tonnes peut monter au 5e étage de notre projet. Donc finalement, notre projet, on parle de bâtiment à étage parce que c'est efficient en termes de consommation de foncier. Mais finalement, ce ne sont que 5 bâtiments qui auraient été étalés sur un parc avant et qu'on a mis les uns sur les autres. C'est important d'apporter ces précisions et au moins vous nous donnez l'image, on voit les choses de façon plus concrète, donc c'est bien. Comment, Vincent, vous évaluez l'état actuel du marché logistique en France? Quelles sont, selon vous, les tendances émergentes? Il y a pas mal de sujets qui, à la fois long terme et conjoncturels.
sur la partie structurelle et long terme, on est sur un marché en croissance structurellement. Pourquoi ? Parce que on a des tendances de fond, c'est-à-dire l'avènement du e-commerce. On parle souvent de e-commerce et de logistique. Aujourd'hui, dans nos entrepôts, on n'a que 15% de nos surfaces qui sont dédiées au e-commerce pur. Le reste, c'est le commerce dans l'absolu, les logisticiens, les transporteurs, l'industrie. Mais quand même, le e-commerce consomme 3 fois plus de mètres carrés que le commerce traditionnel. Donc, une croissance du e-commerce, c'est une croissance des besoins logistiques. Ça, c'est un sujet structurel. Le deuxième sujet structurel, c'est la réindustrialisation. On ne fait pas d'industrie sans logistique. Et donc, qui dit réindustrialisation dit besoin logistique futur. On le voit sur des marchés assez spécifiques. On le voit à Dunkerque. On le voit dans le nord de la France, autour de Douvrin, on s'est installé. On le voit au Havre avec l'installation de pas mal d'industries. Structurellement, il y a des besoins logistiques qui sont plus forts. Autre sujet structurel avec une lame de fond assez puissante, ce sont les besoins en data center. Donc là, on a un sujet différent lié à l'IA, lié au cloud, à tous les besoins en données, en stockage de données. Et là, il y a des besoins très importants, que ce soit sur les hubs métropolitains comme Paris, comme Marseille en particulier, mais aussi ailleurs. Donc, on se retrouve avec des tendances de fond. Et de manière plus conjoncturelle, qui est arrivée ces dernières années, et je pense néanmoins qui vont rester des tendances, l'automatisation, qui nécessite des bâtiments modernes, des bâtiments qui ont certaines caractéristiques techniques assez fortes. Et toutes ces tendances-là me font dire que le marché est à la fois résilient et très porteur, et que l'avenir me paraît assez rose pour la logistique. Alors justement, quand vous parlez d'IA, quand vous parlez de toutes ces tendances actuelles, ce sont quoi les choses, les critères que vous prenez en compte lorsque vous évaluez les nouvelles opportunités d'investissement ? Alors, je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, je vous aurais dit la localisation. La logistique, c'est un métier de flux. Il faut que ce soit bien localisé. Au cœur des villes, si on y arrive. À l'extérieur, à la périphérie des grandes métropoles, si on n'arrive pas à rentrer dans les villes. Avec des accès, évidemment, routiers, ferroviaires. Ça, c'est la base. J'ai envie de dire, c'est la réponse évidente. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai critère pour pouvoir installer une plateforme logistique en France, c'est l'acceptabilité politique et citoyenne. Sans ça, on n'y arrive pas. Donc, moi, mon premier critère quand je regarde un dossier, c'est est-ce qu'il y a une envie locale de faire ce dossier-là ? Parce que jamais j'irai en confrontation, soit avec les citoyens, soit avec les pouvoirs publics locaux, sur l'implantation d'une plateforme logistique. Donc la localisation, c'est une évidence, mais aussi surtout l'acceptabilité politique et citoyenne. Et comment vous la sentez, la tendance justement politique à ce niveau-là ? La tendance n'est pas hyper favorable. On a localement, on trouve toujours des zones sur lesquelles on sait se développer, on peut se développer parce que les pouvoirs publics locaux ont compris l'importance de la logistique. Après, on a des tendances de fond, plutôt à l'échelle nationale, que ce soit le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui impacte énormément nos possibilités de développement, mais aussi un autre sujet sur lequel on essaye de se battre au quotidien, qui est un cadre réglementaire dur. Ça, c'est encore acceptable, mais mouvant. On manque de stabilité sur le cadre réglementaire. On commence un projet et les règles changent au milieu du projet. Et donc, ces tendances de fond me font dire que c'est de plus en plus dur de développer de la logistique. D'où les critères dont je vous ai parlé avant. Alors justement, dans ces critères, il y a aussi la durabilité, l'efficacité énergétique. Ce sont souvent des reproches que l'on fait à la logistique. Comment Prologis intègre-t-elle ces critères-là dans ses projets et ses décisions d'investissement ? On a des objectifs mondiaux d'ici 2040, être net zéro sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce qui veut dire que la première brique, c'est d'ici 2025, c'est-à-dire demain, en l'occurrence dans quelques semaines, zéro carbone sur l'ensemble de nos constructions. Qui dit zéro carbone sur l'ensemble de nos constructions nécessite d'avoir des bâtiments neufs qui sont performants, qui sont durables. Je vais vous donner 2 exemples, 2 de nos dernières réalisations. Une à Moissy-Cramayel, il y a 2 ans, un bâtiment zéro carbone certifié. On a assez communiqué, mais c'est finalement une vous en aviez bien parlé déjà. Exactement. C'est vrai. Et on a reçu assez récemment finalement la note finale de BREEAM, et on est BREEAM Outstanding avec une note de 93 sur 100. On voit rarement ça en logistique, on voit rarement ça tout court dans l'immobilier. Je pense que c'est une prouesse dont on peut parler. Récemment, on a livré un bâtiment à Douvrin, 100% électrique. On a laissé de côté le gaz, on a intégré une isolation thermique, on a intégré évidemment de la mobilité, des panneaux solaires, ce qui fait que le bâtiment est durable et autonome.
et permet de répondre aux besoins croissants de nos clients en énergie verte. Alors, malgré tous ces obstacles que vous rencontrez dans le développement, évidemment, on peut le dire, la logistique a le vent en poupe en ce moment dans le milieu de l'immobilier. Comment vous gérez la concurrence qui est croissante dans ce secteur logistique? Quels sont, selon vous, les avantages distinctifs de Prologis sur le marché? La concurrence est rude, c'est vrai. Ouais. On a des acteurs investisseurs qui rentrent sur le marché tous les trimestres. Nous, on a, je pense, 3 éléments clés qui nous différencient et qui nous permettent finalement de gagner des concours, de gagner les appels d'offres, d'être bien positionné sur des acquisitions. Premièrement, on est un acteur long terme. À l'inverse d'investisseurs sur des cycles de 5-7 ans, à l'inverse de promoteurs qui vont sécuriser une opération mais la revendre. Et donc, la collectivité locale en face va se retrouver avec un acteur qui va changer assez rapidement. Nous, on est un acteur long terme. Ça fait 25 ans que nous sommes là et on est encore là, j'espère, pour plusieurs décennies. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la pluralité de bâtiments que l'on considère comme étant stratégiques. On sait faire du bâtiment XXL, on sait faire du bâtiment urbain, on monte en étage, on sait faire du data center. En Angleterre, on a aussi fait du life science, on peut faire du light industrial, des bâtiments plus petits. On a cette pluralité qui nous différencie de certains acteurs qui sont spécialisés soit en XXL, soit en urbain. Et le troisième élément, c'est qu'on est une société globale. On a une force de frappe assez importante, financière, mais aussi surtout en termes d'expérience et de compétences. Quand je vous parle du projet de Connect à Paris, qui a été tamponné par l'équipe japonaise disant que le design était le bon, tamponné par l'équipe américaine qui a fait ce même projet à New York, à Miami et à Seattle, on a cette expérience globale qui nous permet justement de se différencier. Donc oui, il y a de la concurrence, mais on a notre carte à jouer. Voilà, c'est cette valeur ajoutée, l'expérience globale. Justement, comment vous percevez l'évolution de la demande pour les espaces logistiques? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a des facteurs structurels plutôt positifs. Viennent s'ajouter plutôt négativement en ce moment des facteurs conjoncturels de consommation, de taux d'intérêt, d'instabilité politique qui augmentent le temps de décision de nos clients et qui repoussent certaines décisions dans un moment de marché meilleur qui sera, j'espère, deuxième partie de 2025-2026. Donc, la demande locative est en baisse, c'est un fait. Mais finalement, quand vous voyez le chiffre de 97% de taux d'occupation de nos bâtiments, les clients ne partent pas de nos bâtiments. C'est juste que pour les nouveaux mètres carrés, il y a une demande en baisse. Les raisons, je viens de les évoquer, qui sont assez conjoncturelles. Tout ce qui est structurel me paraît très positif. Et à moyen terme, on va retrouver une croissance qui va être très solide. Pour terminer, quels sont vos objectifs, vos ambitions pour 2025 qui arrivent à grands pas? J'en ai parlé tout au long de cet échange, mais s'il y a un seul objectif à mettre en avant, c'est lancer notre projet de Connect en 2025, trouver les clients qui vont intégrer ce projet et j'espère un petit peu révolutionner la logistique urbaine dans Paris grâce à ce projet. Voilà, c'est bien de le résumer et c'est bien d'insister là-dessus. Vous avez raison. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Imo Week, spécial CIMI 2024.